encore aujourd'hui, vous faites vraiment du sur-mesure, là, puis c'est encore des moules, c'est pas fait à la main, mais c'est Ouais. quand même très custom, très artisanal jusqu'à C'est une très certaine limite. custom, oui, exact. Il y a encore une partie de l'usine qui est faite à la main. Le côté artisanal demeure. Le métier de fondeur, de fonderie, un des plus vieux métiers au monde. Oui. Puis il y a des techniques qui demeurent, puis il y a des équipements qui ne peuvent pas remplacer exactement ce qui est fait à la main. Bienvenue à Meilleur Humain, Meilleur Monde, rencontre avec des entrepreneurs visionnaires du Québec. Notre invité aujourd'hui, Brian Parry de l'entreprise Paber Aluminium. Merci d'être dans nos studios. Toujours à mes côtés, mon associé et mon co-animateur, Normand Chadwick. Enchanté. Bienvenue dans la belle ville de Québec. Mon nom est Tristan Laliberté. Normand et moi sommes tous deux du cabinet de services financiers, Diversico Finances Humaines. On donne des conseils financiers à des entrepreneurs comme Brian. Je ne peux pas commencer l'entrevue sans faire un remerciement vraiment chaleureux à l'équipe du Château Laurier. On avait reçu Aude Lafrance-Girard à notre podcast. Oui. Et tout de suite après, on a dit « Hey Aude, il me semble que ça serait vraiment le fun d'aller tourner chez vous dans ta suite présidentielle dans laquelle nous sommes actuellement, endroit spectaculaire, tellement bien situé à Québec, un endroit emblématique. Et puis la chambre est juste... Vraiment trop grande et trop belle. C'est vraiment super. Fait que merci à la famille. On en profite pour mentionner qu'il célèbre la famille aujourd'hui 50 ans de la propriété de l'hôtel Château Laurier. Alors, venez faire votre tour, c'est vraiment magnifique ici. Brian, on va faire un peu la bio, ou en tout cas, on va mettre la POC sur la glace, comme on dit en bon québécois. Alors, Brian, tu es le président de Paber Aluminium, une entreprise familiale. Tu as fait des études en génie industriel à l'UQR. Tu as rejoint l'entreprise familiale, tu as grimpé les échelons, tu as fait un peu tous les rôles dans l'usine avant d'éventuellement en prendre la présidence en 2022. Et puis, aujourd'hui, vous êtes encore, toi et ta sœur, dans l'organisation, avec également du non-familial comme coactionnaire. Exact. Fait que voilà, en gros, pour la petite histoire. Parle-nous au départ du début. Tu as dit, hey, quand mon père a parti ça, c'était audacieux, pas rien qu'un peu. Alors, parle-nous de l'audace de ton père et de ce projet de fou qui a pris naissance en 81. En 81, que mon père a débuté l'entreprise. Mon père travaillait dans une autre fonderie dans la région, Fonderie Poitras, qui fait de la fonte. De métier était dessinateur et chez Poitras faisait un peu de tout. Faisait des achats, faisait des ventes, faisait un peu de tout. Puis il se faisait souvent appeler pour se faire demander « Hey Luc, connais-tu une fonderie d'aluminium qui pourrait faire d'autres pièces? » Puis il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Fait qu'il s'est dit, il y avait un côté entrepreneurial vraiment dans l'âme. Mon père s'est dit « Je vais en partir une. Je vais partir une fonderie d'aluminium. Je vais en faire rouler de période de l'automne jusqu'à l'été. » Puis mon père, c'était un fan de chasse, un chasseur, pêcheur. OK. Fait qu'il s'est dit, moi, je vais la fermer à l'automne, je vais aller à la chasse, puis après ça, on va recommencer les activités comme tout simplement. Finalement, ça n'a jamais arrivé, il n'a jamais été à la chasse tant que ça depuis l'ouverture de l'entreprise. Mais il a ouvert l'entreprise dans un petit garage, puis une toute petite usine à côté de la maison familiale. Okay. Ça a été en 81 avec les moyens du bord. C'était assez incroyable. Quelques personnes qui l'ont suivi, le peu d'économies qu'il avait, il les a mis là-dedans. Il startait sa famille. Ma soeur est née ma soeur était naissante, elle venait de naître, puis moi, je suis né en 83. Fait que là, il s'est lancé là-dedans. Il a travaillé énormément. Puis il y a plein d'histoires qui viennent avec ça dans le village, là, que c'était la fonderie, puis qu'il recyclait des métaux pour essayer de faire des pièces avec ça. Il est parti vraiment à la base. Wow. Parce qu'en 81, 82, 83, les taux d'intérêt, si tu l'as emprunté partir une entreprise, il n'était pas à 7-8 là. Oui, exact. Il a starté ça direct dans les plus hauts de la situation économique, les taux. Puis en plus, il y avait quelques blocs à logement au travers de ça. Fait que ça a été quand même chaotique là, les premières années. Là. Vécu ça très, très difficile. Travailler, jamais lâché. Ma mère, elle avait un travail, elle, au niveau hygiéniste dentaire. Elle a décidé d'aller avec mon père quelques années après pour pouvoir donner un coup de main. C'est quoi tes plus vieux souvenirs, toi, mettons, de jeunesse? Ah oui, l'usine était en avant de la maison familiale. Fait que moi, quand j'étais kid, je revenais de l'école, puis j'allais m'asseoir sur le trottoir en avant de l'usine, puis je criais après ma mère.
je criais après ma mère parce qu'elle s'en vient à la maison parce que j'avais faim ou maman, j'arrêtais. Fait que ça, c'est des souvenirs des anciens qui se souviennent. Ils disent, on se souvient de toi, le petit Brian, t'étais là en avant, un petit Annette, puis t'arrêtais pas de crier pour que ta mère s'en vienne à la maison. Fait que ça, c'est des souvenirs, puis j'étais très jeune. Puis après ça, l'usine a déménagé en 1990 dans les locaux qu'on est actuellement, beaucoup plus grands. Puis ça, je me souviens qu'on se promenait en pick-up dans l'usine. Tellement qu'il n'y avait rien, puis c'était grand, là, on se promenait là-dedans. Puis ça m'a marqué quand j'étais jeune. Mais je me souviens des gens, je me souviens du métier, je me souviens du sable. Mon père m'emmenait dans l'usine aller voir un peu c'était quoi. Oui, ça, je me souviens de ça. Donc, je n'étais pas vieux, là. J'avais 7 ans, 6, 7 ans, 8 ans. Ta soeur était un peu plus vieille, 2 Ouais. ans plus vieille. Oui, Donc, exact. même 3 ans parcours pour ta soeur, même ride en pick-up, même. Non, un petit peu moins, Ah ouais? peu moins. Là. Elle se souvient de l'usine, je suis pas mal certain, elle se souvient tout de ça, mais un petit peu moins impliquée. Là. Tu sais, le petit gars, moi, je voulais aller jouer dans le sable, je voulais aller voir vraiment comment que ça fonctionnait là, en soi. Là. OK. Ouais, fait que Puis, comment on part ça from scratch, une fonderie d'aluminium? Pour un local, tu as un bassin qui est une fournaise pour faire ta fusion. Tu trouves du matériel qui n'est pas nécessairement d'aluminium pur à l'époque, là, on s'entend. C'était Ouais. des blocs moteurs recyclés ou des trucs qu'ils trouvaient qui ressemblaient à de l'aluminium. Puis nous, c'est une fonderie de moulage. C'est du moulage avec des moules en sable et du moule permanent. Mais des moules en sable, c'était le premier procédé qui a été utilisé. Donc, c'est comme un peu un carré de sable que tu vas modeler quelque chose, tu vas couler à l'intérieur. Donc, il y avait un petit système à sable à la main que tu pelletais, tu faisais tes moules et tu coulais l'aluminium à l'intérieur, comme tu pouvais. Là, tu sais, puis même on en parlait un petit peu en coulisses tantôt. Encore aujourd'hui, vous faites vraiment du sur-mesure, là, puis c'est encore des moules, c'est pas fait à la main, mais c'est quand même très custom, très artisanal jusqu'à une certaine limite. Très custom, oui, exact. Il y a encore une partie de l'usine qui est faite à la main. Le côté artisanal demeure. Le métier de fondeur, de fonderie, un des plus vieux métiers au monde. Oui. Puis il y a des techniques qui demeurent, puis il y a des équipements qui ne peuvent pas remplacer exactement ce qui est fait à la main. Puis c'est des métiers qui s'en viennent rares. Un bon modeleur, un bon mouleur, ça s'en vient très, très rare. Il y a une expertise là-dedans, il y a une technique, il y a de l'expérience qui fait en sorte que tu réussis ton moule ou pas. Bon, de plus en plus, on essaie d'automatiser, c'est sûr, nos systèmes là, le plus possible, mais il y a toujours des limitations. Il y a les trucs là, de la gang, la vieille gang à mon père, là, des trucs qui avaient tout en tête, là, des petits détails que 10 ans après, ces gens-là sont partis, puis là, on dit, crime, comment ils faisaient? Mhm. Fait que là, des fois, on a tendance à vouloir les rappeler, dire, crime, tu faisais quoi dans cette situation-là? Puis cette gang-là, ils n'écrivaient pas beaucoup, ces papiers. Hein? Il y avait tout en leur Tout était tête. dans la Toute tête. la gang à mon père qui a starté avec lui au début, puis qui a grossi son équipe, là, c'était toutes des connaissances qu'ils ont gardées. Fait que, il y avait des bonnes techniques. Quand ils ont pris leur retraite, ils sont partis. Nous autres, on s'est retrouvés un petit peu avec une certaine perte d'expertise, je dirais, parce qu'il y avait très peu de documents qui pouvaient lier cette histoire-là puis cette expertise-là. C'est une première leçon, on pourrait dire, de Oui, documenter, c'en est une. d'avoir peut-être des systèmes de mentorat dans l'entreprise? Comment vous êtes ajusté? Bien, dorénavant, puis depuis quand même plusieurs années, tout ce qui est procédé de fabrication, expérimentation, développement est tout vraiment écrit avec un pédigré sur une feuille. C'est quoi les étapes qui ont été faites? C'est quoi la recette? Puis quand la recette fonctionne, ben, et là, on la gèle dans le temps, puis c'est notre référence. Puis là, tout est documenté, tout est répertorié dans l'ordinateur, OK. etc. Une autre affaire qui n'est pas souvent documentée, parce que là, on a dit d'emblée que tu étais rendu président, tu as des co-actionnaires. Ton Oui. père, il est parti en 81 et il était seul. Oui. Ben, il est parti avec une autre personne, un dénommé Bernier de nom de famille. OK. Puis ils ont fait 1 an. De là, le nom Pabert, Paris OK. Bernier. OK. Puis là, le Bernier est parti après 1 an. Puis à l'époque, tu sais, mon père n'avait même pas de l'argent pour changer la pancarte en avant de l'usine. Puis ils ont changé le nom, regarde ça de même. Ça a resté de même. Sinon, ça s'appellerait juste Pat. Ouais, c'est ouais. Mais donc, du moment où ton père se retrouve seul actionnaire, pour au moment où toi, maintenant, tu es co-actionnaire avec ta soeur puis d'autres partenaires non familiaux, Oui. ce que j'allais dire, le processus qui est non écrit, souvent, c'est le processus de relève, le processus de transfert. Oui. Comment ça s'est passé, ça, chez vous? Ben, moi, j'ai toujours eu un intérêt. J'ai commencé à travailler dans l'usine, j'avais 13-14 ans. Mhm. Je faisais des ménages. Là, ensuite, mon père a dit, tu vas apprendre le métier. Il m'a posé la question, c'est-tu quelque chose qui pourrait t'intéresser dans le futur
de travailler dans l'entreprise ou de reprendre même l'entreprise. Puis j'avais dit oui, déjà en partant, ça m'intéressait. À Tu sais, 12-13 ans, là. oui, parce que tu sais, moi, j'étais un petit peu hors norme au côté scolaire, côté pas discipline, mais tu sais, j'étais un tannant, là. Quand j'étais jeune, j'étais un petit tannant. Je n'écoutais pas tant que ça dans les classes. Puis les devoirs, je les faisais pas tant que ça. Puis j'étais souvent Ils te sur l'ont la dit, hein? chaise en Le petit dehors. Annette Brian qui crie après sa mère, Ça, ça, c'est c'était à c'est toi, ça, ça. oui. OK. Fait que j'étais pas. Puis tu sais, je voulais pas de boss. Je voulais pas de boss dans ma vie. Dès que j'avais un peu d'autorité sur moi, je faisais le contraire. Donc, dès mon jeune âge, quand il m'a demandé ça te tenterait-tu un jour d'apprendre l'entreprise, je me suis dit oui, ça me tente. Fait qu'ils dit on va faire en sorte que tu vas apprendre le métier, tu vas faire tous les jobs dans l'usine, autant de jours que de soirs. Tu vas apprendre à vivre. Première chose, tu vas apprendre à travailler, tu vas apprendre ton métier. Fait que ça, j'ai passé par là avec tous les étés. Puis à temps partiel aussi. Fait que ça a été super. Ça a été la plus belle chose qu'ils pouvaient faire. À l'âge de 17 ans, j'étais encore un petit peu tannant au niveau des études, tout ça. Je suis parti à Vancouver 1 an pour aller apprendre l'anglais. J'ai pas nécessairement appris l'anglais, mais j'ai appris la vie. J'ai vraiment appris des belles choses qui m'aident encore, qui m'ont vraiment aidé. Et quand je suis revenu, mes parents hésitaient un peu. Ils disaient ah, ouais, là, je suis pas certain avec tes chums à l'université, comment ça va se passer. Fait que je suis parti en Ontario. Je suis allé faire une technique en génie industriel en Ontario, tout seul. Fait que ça, j'ai aussi appris beaucoup. Ça a été très difficile pour moi, mais j'ai sorti de là grandi. Puis quand je suis revenu ensuite, j'ai fait 1 an en relations industrielles, puis j'ai fait ensuite un bac en administration. Puis là, j'aurais pu étirer ma vie universitaire pas mal parce que j'aimais ça. Puis là, mon père a dit bon, là, ça finit, là, on a assez payé pour toi, viens nous aider à l'usine. Fait que là, je suis rentré à l'usine au niveau des ventes et développement en OK. 2007 Intéressant. officiellement. Sauf que ce que ça me fait penser, tu sais, parce que tu mentionnes que tu étais un petit tannant à l'école, pas bien ben studieux, pas bien ben discipliné. Mais si je comprends bien, plus tard, parce que tu as le désir d'aller dans l'entreprise familiale, finalement, les études, t'en aurais même fait plus. J'aimais ça. J'aimais la vie scolaire en soi, Ouais, tu sais, j'aimais un peu les parties qui venaient avec, puis tout ça. c'est sûr. Mais j'aimais ça. Puis j'avais pas de difficulté nécessairement à l'école. OK. Fait que, tu sais, ça, j'avais un intérêt pour ça. Puis là, demandé, il m'a dit non, là, viens-t'en, viens travailler. Fait que ça a été correct. Puis si je reviens un petit peu au niveau plan de relève, c'est que mes parents, quand j'étais jeune, tu sais, ça, c'est pour moi, ma soeur, elle s'est manifestée. Elle a travaillé un petit peu au niveau bancaire jusqu'à l'âge de 21 ans. Puis après ça, elle s'est manifestée de dire oui, ça me tente. Fait qu'elle a été intégrée dans l'entreprise. Puis c'est là que mes parents ont dit on va se faire un plan de relève qui a duré 13 ans accompagné de coaching, conseil de famille. Parce qu'initialement, moi, je travaillais dans l'usine. Fait que j'avais tout un peu les histoires, puis je savais tout un peu ce qui se passe dans l'usine. Là, je ramenais ça à la maison. Je restais encore chez mes parents, je ramenais ça à la maison. On parlait tout le temps de ça. Puis là, un tel a fait ça, un tel a fait ça. Puis là, on a dit non. Mes parents ont dit on va séparer la business de la famille. Donc là, on s'est fait un conseil de famille, qu'il y a des choses qui se parlaient au bureau, à l'usine, puis il y a des choses qui se puis à la maison, on n'en parlait pas du tout pour Hmm. éviter les conflits, puis éviter. Fait que ça a été très, très bénéfique pour la famille, pour nous. Fait qu'on a eu un conseil de famille pendant quelques années, avec des sujets quand même délicats. Puis on a évolué là-dedans. Fait que ça a pris 13 ans, le plan de relève. Puis avec un changement, bon, des responsabilités, puis les titres qui On grandissaient, évolue. qui ont évolué là-dedans, jusqu'à temps qu'on soit en place avec des postes d'autorité, si on peut dire, dans l'entreprise, puis qu'ensuite, le rachat de l'entreprise en 2015. Des sujets délicats. Donne-nous un exemple. Mais avant, c'était plus. Il y a eu un aspect communication beaucoup, tu sais, OK. dans le respect, puis de pas. Tu sais, tu gères une business. Fait que, tu sais, faut pas que tu viennes émotif puis que tu ailles attaquer le membre de ta famille que tu connais autrement. Tu sais, OK. une sœur, quand j'étais jeune, j'étais un tannant, mais j'étais tannant aussi avec ma sœur. Fait que, tu sais, c'était facile. Ben, pas facile. C'est plate à dire par après, Il y mais avait c'était. des Tu réflexes. sais, il y avait des réflexes de dire en entreprise, bon, ouais, tu sais, j'allais à la poignée de ou que je savais comme frère où aller à la poignée. Tu sais, c'est pas fair, c'est pas Pas correct. utile. C'est exact. Fait que, tu sais, il y a eu des questions de communication, des questions d'attente, d'objectifs dans notre vie, comment on voulait ça. Tu sais, des petits boss. T'as-tu 2 petits boss qui chicanent, tu sais? Fait qu'il y avait différentes choses. Puis par après, un peu plus tard, plus en 2015 et tout, quand on a fait l'école d'entrepreneurship de Beauce, ben là, c'était d'autres sujets. C'était d'autres sujets. T'aspires à quoi? C'est quoi tu veux plus tard? Quel genre de retraite tu veux? Tu veux monter le business à combien? Côté financier, c'est quoi tes aspirations dans ta vie? Fait que, tu sais, ça, il y a des discussions. Puis, il y a eu un parcours aussi avec différentes choses
moi, je m'exprimais pas beaucoup envers ma sœur, donc j'ai cumulé des petites choses, des petites frustrations que j'aurais donc dû lui dire direct, ça, on the spot, puis pas accumuler ça. Mais là, tu manges ça pendant une couple d'années, puis là, demander ça sort. Puis là, ça amène dire comment ça, tu me l'as pas dit avant, puis comment ça, t'es fâché de ça, puis OK, c'est pour ça que ça l'explique des choses, puis tu sais, des deux côtés. Quand on a fait un exercice, vider son sac de vidange, là, je peux me Ouais, permettre, on l'a fait avec un coach. ouais, C'était quand même intéressant. ouais, aucun doute. Vous C'est avez été accompagné pendant ces 13 années-là. Il y a eu différents accompagnements aussi, ouais, j'imagine. différentes séquences, là. Il y a des fois qu'on n'avait pas de coaching avec nous, mais on a appris à chaque fois que du coaching, des petites séquences, ça soit un 6 mois, un an, mais on apprenait comment mieux communiquer, comment pas mêler l'émotion avec ça, puis comment fait que, Ouais, tu sais, on a appris à se parler quand même, bien là-dedans. Puis on a tout le temps été respectueux, tout le temps avec, une priorité de l'harmonie familiale. Tu sais, mes parents, ils ont travaillé ensemble toute leur vie, ça a tout le temps bien été. On n'a jamais senti rien, nous autres, de chicane, d'argumentation. Fait que, tu sais, c'est une valeur qui était très importante, qui l'est très importante au niveau de la valeur familiale, l'harmonie familiale. Pas de chicane, j'en veux pas de chicane dans ma vie. puis dans la famille, vous êtes juste une sœur, un Ouais, frère? Il n'y avait ouais, pas un exact. troisième, OK. Non. Puis ça a-tu été difficile pour ton père de tu sais, lâcher le contrôle, entre autres? Bon, il y a un aspect financier là-dedans, il y a un aspect humain, un aspect de contrôle, il y a tout ça là, dans une relève. L'aspect contrôle, il nous l'a donné quand même jeune. Quand OK. il nous voyait prendre du galon dans l'entreprise, puis on a gagné, on a gagné. En travaillant tout le temps dans l'entreprise, puis en faisant tous les postes, tu sais, il n'y a pas de jour au lendemain que moi je suis arrivé et dire hey, c'est moi le boss. No way. Je fais chacune des étapes, vous allez m'aider, on va s'aider tout le monde ensemble. Puis le but ultime, c'est que l'entreprise elle aille bien puis qu'elle ait une croissance. Ouais. Puis mon père nous a laissé très jeune dire prenez vos décisions, essayez-le. Je recommande telle chose, telle chose, telle chose. Avez-vous pensé à tel Ouais. truc? Mais allez-y avec votre décision. Puis ensuite, vous allez apprendre, vous allez l'assumer. Puis, Ouais. mais tout en gardant l'harmonie. Mhm. Chicanez-vous pas. Il n'y a pas de. Ouais. Fait que ça, c'était bien clair. Puis, tu sais, le lien familial, l'entreprise familiale est toujours, ça a des pour et des contre. Ça peut avoir beaucoup, beaucoup de pour, mais ça amène une délicatesse de communication. Tout à fait. Ça amène une délicatesse de dire, bon, si c'était pas ma soeur ou mon frère, peu importe, si c'était pas dans ma famille, j'y dirais quoi à cette personne-là, puis j'agirais comment? Puis là, tu as une réponse en tête. Puis quand tu parles à ta personne, à ta soeur, ton frère, c'est pas la même chose que tu penses. Parce que tu veux rester sur la ligne, tu veux pas dépasser Ouais. des choses, tu veux pas blesser l'autre personne, que ce soit ta soeur, ton frère, ton lien familial, tu veux pas aller là. Fait que des fois, ça change. Puis des fois, tu peux être un petit peu plus patient. Tu vas étirer des petits dossiers, dire ouais, que tu aurais peut-être réglé plus rapidement avec d'autres collègues qui ne sont pas liés directement. Mhm. Puis là, vous avez rentré, si j'ai bien compris, 2 actionnaires non familiales, Oui. non familiaux. Comment vous avez intégré ces personnes-là? Comment ont-ils été choisis, si on veut? C'était quoi leur valeur à la table de l'actionnariat? Oui. Ben, en 2015, c'est que le chiffre 4, parce qu'on a tout le temps été mon père, ma mère, ma soeur et moi. Fait que c'est ça qui donnait le 4 au niveau gestionnaire. Quand mes parents ont dit, garde, on vous vend l'entreprise, vous trouvez-vous des gens? Puis vous pouvez aller avec un 4 personnes pour comme équivaloir. Il y avait une personne qui travaillait avec nous au niveau de l'ingénierie, que ça faisait quand même plusieurs années, puis c'était un bright, Une un top, personne clé. ouais, un top gun. Ouais. Puis lui, c'était d'emblée, j'ai dit, lui, je le veux. Là. Il faut qu'il Ouais. reste. C'était mon partner, mon bras droit pas mal là, dans tout ce que mes ventes, développement, côté technique. Fait que lui, c'était clair. Puis côté financier, on avait besoin de force au niveau financier. C'est pas nécessairement ma force. C'est pas nécessairement celle de ma sœur. On avait le côté technique avec l'autre personne. Là, on a dit ça nous prend un comptable, ça nous prend un gars fort en finance. Puis on en connaissait un dans le réseau dans la région, un ami, Ouais. une connaissance. Puis lui, il avait le côté entrepreneurial. Lui, ça il tentait d'embarquer. Fait qu'on lui a lâché un coup de fil. On a discuté ensemble, puis il a dit oui, j'embarque avec vous autres. OK. Donc là, on est embarqué minoritaire avec nous dans le rachat. Puis mon partenaire, ma personne au niveau technique, elle est partie en 2020. OK. Ouais, elle est Ben, retournée dans. de nouveaux défis. Exactement. OK. Ouais. Est-ce que vous l'avez remplacé au sein de l'actionnariat comme tel ou vous Non, êtes devenu non, un là, triangle? là, on est triangle, 3. OK. Ouais, OK. exact. Un trio, un Exact. power Ouais, trio, ça ouais, marche, ça? exact. OK. Exact. Mais ça a été une petite épreuve pour moi, ça.
j'imagine. cette personne-là est partie, là, j'ai eu un 6 mois à dire ouais, OK. je l'ai trouvé tough. Puis je l'ai pris comme peut-être un certain échec de notre gestion. OK. Parce que je crois qu'on aurait pu sauver cette personne-là au sein de l'entreprise, sauf que notre gestion, peut-être surcharge de travail ou peut-être il y a quelque chose qu'on n'avait pas flairé, qu'on aurait dû ajuster. Fait que, tu sais, chaque situation qui sont moins favorables, d'échecs, tout ça, moi, j'essaie de les prendre comme dire, je me regarde moi. Je regarde l'entreprise. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment? Puis ça, je continue de le faire. Que ce soit une personne qui quitte, que ce soit X chose, je dis. La personne, puis là, il faut pas, tu blâmes pas la personne. C'est qu'est-ce que nous, on aurait pu faire différemment. Mhm. Ouais, Mhm. bien important. Au moins, tu apprends de la situation plutôt que d'être une victime. Ouais. Ouais. Mais tu apprends à la dure. On apprend toujours à la C'est dure, ça, n'est-ce pas? c'est Sinon, on ça. n'apprend pas tant que ça. Exact. J'aimerais qu'on glisse tranquillement vers un sujet qui nous a vraiment touchés tantôt, que tu nous as parlé, que vous avez dû recruter éventuellement 50 personnes venant de Philippines, Mexique et 2 autres pays. Colombie, Brésil. Colombie, Brésil. Ouais. Toutes des histoires vraiment fabuleuses. Donc, premièrement, c'est quoi qui était le besoin puis qui a déclenché cette chose-là? Puis, tu nous raconteras un peu ce que tu as raconté tantôt, là, Ouais. qui était... Oui, parce que le recrutement international, c'est pas. Beaucoup de gens se posent des questions, c'est pas toujours des histoires à succès non plus, là. Exact. Ben nous, c'est qu'on est arrivé en 2018, on avait quand même des bonnes ventes, on avait beaucoup de demandes de nos clients, puis on avait plafonné au niveau capacité main-d'œuvre. On avait une équipe à peu près d'une centaine de personnes, puis on avait beaucoup plus de demandes que ça, donc on était limité. Ça nuisait un petit peu à notre croissance d'entreprise. Puis au niveau recrutement québécois, ben c'était quand même saturé. Nous, dans la région de Montmagny, beaucoup de manufacturiers, puis les entreprises vont bien, puis allaient bien à cette époque-là aussi. Fait que ça consommait beaucoup de main-d'œuvre, je dirais, Ouais. locale. Donc, on a décidé de dire, bon, on va se lancer dans le recrutement international. Grosse opération. Tu sais, au début, on se fait la main, on n'est pas trop certain. On s'est fait conseiller là-dedans par certaines firmes. Puis, en gros, c'est qu'on s'est déplacé. C'est ma soeur qui s'occupait principalement du recrutement. Elle s'est déplacée dans les différents pays pour vraiment aller recruter les gens, rencontrer les gens. C'est quoi leur aspiration? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils ressemblent à quoi? C'est quoi leur expérience pour qu'il y ait un beau fit? Pas que la personne arrive ici, puis finalement, elle n'est pas qualifiée, puis que ça ne marche pas pantoute, puis que finalement, c'est un flop pour tout le monde, là. Donc, elle est allée rencontrer les gens. Il y avait des présélections, il y avait des tests. Puis, on a eu pour un 3 ans, je dirais, pour accueillir ces personnes-là. Puis, nous, ben, c'est l'intégration qui est vraiment, vraiment importante au niveau. C'est des gens qui arrivent ici, qui ne parlent pas la langue, qui ne sont pas dans leur pays, qui ne connaissent pas personne, qui n'ont pas nécessairement d'argent non plus. Eux autres, ils viennent ici pour aider leur famille, puis s'aider eux autres mêmes. Donc, nous, on les accueille vraiment beaucoup. Dès l'aéroport, on va les chercher. On les habille d'une certaine manière, avec s'ils arrivent en hiver avec des manteaux. Première épicerie dans le frigo. On a des maisons Paber qu'on appelle des maisons à proximité de l'entreprise qui sont accueillies là-dedans. Donc, ils ont une place à dormir. Ils peuvent rester là pendant 3 mois, 6 mois, il n'y a pas de problème. Après ça, c'est de voir un peu, ils veulent-tu rester là le restant de leur permis, de leurs 2-3 ans, ou ils veulent se trouver un appartement. Ça, on va les aider aussi. Le tour de la ville, tout ça. Les voitures, il y en a qui n'ont pas de permis. Donc, ma soeur, je l'ai vue souvent les samedis, dimanches, aller faire l'épicerie avec 4-5 personnes, fouler le truck, puis se monter à Montmagny, faire l'épicerie, les aider là-dedans, les intégrer. Même chose quand les gens décident d'emmener leur famille, qui peuvent emmener leur famille, ben, les inscriptions aux écoles, ça fonctionne comment? Les enfants, les garderies, c'est du stock. Donc, nous, Ouais, c'est une job à temps plein, ça, quand c'est t'es une job à rendu temps que t'as plein, ça. 50 personnes qui viennent de l'étranger Une comme job ça, à là. temps plein, puis là, il y a tout l'aspect permis de travail, paperasse, etc. Donc, ma soeur, à temps plein là-dessus, travaille, fait un travail exceptionnel là-dessus. Puis nous, c'était pas juste on accueille un travailleur étranger, c'est on accueille un humain. C'est un Ouais. humain qui a décidé, qui nous fait confiance, qui a décidé de quitter sa famille aux Philippines pour venir nous aider pendant 3 ans de temps. Donc, il vient nous aider. On va l'aider. On va l'aider, on va l'accueillir comme il se doit, comme un humain. Puis, c'est un win-win. Tu sais, la personne elle se sent bien, la personne est bien, son intégration est bien faite, ça paraît dans son travail, c'est sûr, puis c'est mieux. Ça emmène une belle énergie à l'entreprise aussi. Cette personne-là est de bonne humeur, elle n'est pas contrariée.
Fait que ça a été une belle expérience. Puis comme je disais un peu tantôt, ça nous a emmené une belle énergie au sein de l'entreprise, autant sur le plancher avec les autres travailleurs, qui étaient des bons travailleurs, mais qui avaient des fois qu'il y en a certains qui prennent des plis. Puis tu sais, ces travailleurs-là des autres pays avec un certain vouloir d'énergie arrivaient, puis ça emmenait d'autres choses sur le plancher. Puis en tant que gestionnaire, propriétaire, ben nous, ça nous a emmené une belle énergie, puis ça nous a revivé une raison de dire yes, OK, ces gens-là sont là, ils apprécient, ils sont contents. Puis, les Québécois aussi, là, tu sais, nos employés actuels aussi, mais ça l'a amené un petit plus. Puis Ça amène du 109. ouais, puis ça, on a bien aimé ça, puis ça nous a donné une belle raison de continuer puis de dire yes. Ça vaut la peine de travailler fort, puis ça vaut la peine de tout vivre, qu'est-ce qu'on vit là, puis on continue. Puis l'intégration, quand elle est bien faite au début, parce que c'est des cohortes, là, c'est des phases, là, tu sais, Oui. c'est par groupe de 5, tout ça, mais tes 5 premiers qui sont bien rodés, qui sont bien intégrés, ben les autres vont t'aider pour les 5 Ils autres, deviennent les puis ainsi de suite. ambassadeurs. Exactement. Fait que ça a été bien, bien intéressant. C'est une belle expérience. On est content. On a eu un beau succès là-dedans, mais ma soeur a travaillé de manière exceptionnelle là-dedans, puis l'équipe aussi qui est alentour de tout ça. Ben là, écoute, ta sœur débarque mettons, au Brésil. Ta sœur non plus, elle parle pas portugais, là. Non, exact. Elle Écoute. est allée en Colombie, Mexique, mais elle est allée aux Philippines. Philippines, puis ils l'ont accueillie dans une famille qu'on avait déjà un travailleur. Elle a été accueillie. T'es sérieux? Oui, la madame, là. Puis là, ils ont fait un repas avec des petits cadeaux, puis tout. Puis ouais, c'était touchant. C'était très touchant. Puis c'était Wow. très de voir, là, le dire, wow, OK, on fait autant de différences. Tu sais, pour nous, c'est une personne qui vient travailler, tout ça, c'est super, mais la différence que ça fait Dans leur vie. dans leur vie, ouais, ça vient direct au cœur. Puis ça, c'était bien important. Puis, tu sais, on a des grosses valeurs familiales chez nous. Donc, c'est des humains, on veut les accueillir, puis c'est une famille. Et même, tu nous as raconté que même au niveau des processus de travail, les directives pour, entre autres, certaines tâches au niveau des Ouais, machines, ça vous a aidé à augmenter votre productivité puis exact. d'amener des changements très positifs, là. Ouais. Raconte-nous donc un exemple de Ben, ça. ça a fait sortir les lacunes puis les roches de la rivière, là, comme on dit. C'est que ça, on se rendait compte juste dans les instructions de travail que nous, on pensait que c'était clair. C'est bien simple, là, il y a des images, il y a ci, il y a ça. Puis là, finalement, il n'y a personne qui les comprend. Fait que là, on s'est dit, ouais, il va falloir améliorer un peu notre processus, il va falloir améliorer notre système de production. Puis même nous, on se mettait le nez dedans comme propriétaire ou l'équipe de management. On allait sur le plancher, on essayait de faire l'exercice, dire si tu comprenable ou pas. Finalement, ça ne l'est pas. Donc, c'est impossible pour eux qui arrivent ici, qui ne parlent pas la langue en soi, qui regardent ça puis qui comprennent qu'est-ce qu'il y a à faire. Fait qu'il faut vraiment s'améliorer sur ça pour qu'on devienne meilleur sur notre système de production. Puis depuis ce temps-là, ben là, on essaye vraiment de mettre des one-pagers d'instructions, quelque chose qui parle, que peu importe la langue que tu parles, tu es capable de le regarder, puis à 80 tu as une compréhension de dire OK, c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que j'utilise tel outil, tel numéro. Un numéro, c'est universel. 1, 2, 3, 4, on s'entend. Fait que tu sais, c'est d'amener simplifier un peu nos instructions de travail. Puis ça, on l'a fait beaucoup depuis ce temps-là, puis il en reste à faire. Mais ça nous a aidés. Ça nous a vraiment aidé sur le côté production, plancher, instruction de travail. Dans le concret au quotidien, là, tu sais, il y a quand même une nouvelle population. Là. Il y a 50 sur 150 Ouais. qui ne sont pas des gens du voisinage de Saint-Ignace, Montmagny, puis le Patelin. Ça change le décor dans l'usine. Là. Oui. Comment que ça s'est fait, les relations avec le Québécois pur laine, puis le Philippin, puis... Ben, ça s'est bien fait. Tu sais, nous, comme entreprise, puis les valeurs de l'entreprise, c'est le respect. Une des ouais. valeurs initiales, c'est le respect, est écrit sur le mur. Donc, le respect va emmener un aspect que tu accueilles les gens, peu importe la couleur, peu importe d'où ils viennent, tu les accueilles correctement. Puis, on l'a mentionné, ça va être inacceptable si on entend des choses, ou s'il y a des choses qu'on voit en fonction que vous ne voulez pas les accueillir correctement. Ils ne sont pas ici pour venir voler vos jobs. Personne n'est ici pour venir voler vos jobs. Ils sont ici pour venir nous aider. S'aider nous autres mêmes. Tu sais, au lieu de vous demander de l'overtime à toutes les semaines, puis tout le temps à dire hey, peux-tu en faire plus, peux-tu ça, puis on n'a pas eu le temps, bien là, ici, les autres viennent vous aider. Fait que les intégrer, puis ça a super bien été. Là, les gens essayent de parler un peu espagnol, les gens se Ben pratiquent oui. en anglais avec les Philippins, parce que le Tagalog, là, c'est plus compliqué un peu. Puis là, ils se font des jokes.
On s'entend, les Québécois, ils leur apprennent pas juste des beaux mots, là, ils apprennent des petites jokes, des petites expressions québécoises, mais c'est pas grave, il y a un échange qui est fait. Puis on a fait un party multiculturel, je peux dire, c'est que chaque représentant de pays, il faisait de la bouffe de leur pays typique. Puis on s'est fait un party d'été l'été passé, puis chacun pouvait goûter les mets des différents pays. Puis ça a été un beau succès, ça, c'était super cool. Puis ils partagent aussi l'information sur leur culture, leur sport, leur ci, comment ça fonctionne. Fait que les gens sont curieux, les Québécois sont curieux de savoir, puis c'est du bon monde. C'est du très bon monde amical, qui aime parler, qui aime. Puis tu sais, eux autres, ça pratique un peu leur français, ils aiment ça communiquer. Fait que les autres, non, c'est une belle relation. C'est une belle- Dirais-tu que c'est un moment historique de l'histoire? Tu sais, on parlait tantôt 81, l'audace de ton père. Là, on parle 50 personnes qui débarquent des étrangers. On a parlé de votre relève. Ouais, oui, ça en fait partie. Parce que pas avoir eu ces gens-là, on stoppait la croissance de l'entreprise. On n'était pas prêt à tout automatiser, puis on ne l'est pas encore prêt, parce que c'est quand même très difficile, très complexe d'automatiser dans notre industrie. Donc, pas avoir eu ces gens-là, on aurait probablement perdu des clients, OK. à faute de ne pas être capable de livrer ou de suivre les croissances de nos clients. Là, tu me donnes exactement le bon mot pour la suite de l'entrevue, automatisation. Oui, Un autre sujet quand même important du tissu conversationnel de Entrepreneurial. l'entrepreneurship partout dans le monde probablement, mais en tout cas dans le patelin chez nous. Innovation. Innovation, automatisation. C'est quoi vos défis là-dedans? bon, nous autres, c'est sûr qu'on a beaucoup d'opérations qui sont faites manuelles, que c'est des jobs qui sont quand même assez tough physiquement, là. Tu sais, si on parle de mouler une pièce à la main, c'est côté épaule, côté bras, c'est que tu moules à la main, tu tapes ton sabre, c'est quand même physique. La finition, ben, c'est souvent, là, tu vas venir rendre une pièce bien belle pour qu'elle a l'air quasiment d'un plastique esthétique, surtout dans le médical. Donc ça demande beaucoup de finition. Donc, ça, c'est un gros défi. C'est un gros défi, puis on veut. Un des objectifs de l'entreprise, c'est de rendre les jobs agréables pour nos gens, qui forcent le moins possible. Puis il y a l'aspect santé-sécurité qui est bien important aussi, c'est Oui, sûr. oui. Mais tu sais, rendre ça agréable pour les gens. D'automatiser dans notre industrie de finition de pièces coulées. Une pièce coulée, c'est jamais pareil, c'est jamais identique, ça a toujours une petite variation. Fait que les machines sont conçues vraiment pour que ta pièce soit tout le temps identique. Dans notre cas, c'est pas possible. Ils sont jamais identiques, donc il faut que la machine elle ait quasiment une intelligence artificielle de s'ajuster par rapport à la pièce. Il y en a beaucoup qui se disent oui, on est capable de le faire, mais le résultat est rarement là. Donc, puis aussi, on n'est pas à haut volume. On ne fait pas des centaines de milliers de pièces par année de la même sorte. On n'est pas dans l'automobile. Donc, nous autres, du volume, c'est quelques centaines à quelques milliers d'unités par année. Donc, c'est dur d'avoir des machines vraiment spécifiques pour une pièce. Il faut que ça soit quand même versatile sur plusieurs pièces et plusieurs formes. Oui. Donc, l'intégration de robots, on a 3 robots côté fonderie. On a 3 robots. Il faut se donner du temps. C'est jamais un succès, que c'est jamais plug and play puis que ça part. Ça prend tout le temps quelques années d'ajustement. Ça prend beaucoup de ressources, ça prend beaucoup de patience et de résilience, je Ouais. dirais, de se dire, bon, OK, il va être de même, mais on lâche pas, puis on va l'emmener à un niveau satisfaisant, Ouais. avec des objectifs. Mais c'est tough, c'est tough. Nous autres, automatiser dans notre industrie, à part de mettre des dizaines de millions de dollars, puis ça va être spécifique à des produits, on ne pourra pas tout faire. Est-ce que c'est une force pour vous, dans un sens, de justement être capable de faire des centaines au lieu de des centaines de milliers qui sont probablement donnés à un compétiteur à quelque part sur la planète? Ouais. C'est une de vos forces, une de vos C'est une niches? de nos forces, une des belles Parce que c'est tough pour flexibilités. vous, c'est tough pour d'autres aussi. Là. Exactement, oui, 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 c'est ça. Mais nous autres, on considère qu'on a quand même de l'avance. Sur certains compétiteurs, on a de l'avance. OK. On a un 3-4 ans. Là. La gravelle, ça fait une couple d'années qu'on la mange. Là, on est en train d'apprivoiser nos robots et les manières de faire. Notre expertise est bonne. Mais oui, c'est une industrie qui est nichée dans notre cas. Ouais. Puis les petits volumes, oui, ils peuvent nous emmener des belles opportunités. Premier domaine de la question, industrie et production. Fonderie traditionnelle ou usine automatisée? Usine automatisée. Un moule bien fait ou une série livrée à temps? Moule bien fait. Qualité irréprochable ou prix imbattable? Qualité irréprochable. Client fidèle ou nouveau contrat stratégique?
Nouveau contrat stratégique. Mais il est dur à dire, celle-là. Je suis loyal envers mes anciens clients. C'est ce qu'on a senti dans la grande hésitation. Puis tes anciens clients sont tous en affaires, eux autres aussi, puis ils comprennent qu'il y a un intérêt dans le contrat stratégique aussi, j'imagine. Problème de production, tu gères sur le plancher ou tu gères ça dans une salle de conférence? Plancher. Ton père te donnait certainement des conseils. Est-ce que tu les écoutais ou tu testais par toi-même? Je testais. Ce galon à mesurer que ton père t'a remis, symbole de rigueur ou de transmission? Transmission. Tu préfères déléguer ou garder le contrôle? Délégué. Tu mesures le succès comment? En chiffres ou en humains? En humain. Nouvelle machine ou nouvelle équipe? Ah non, je garde mon équipe. Nouvelle machine. Parfait. Je garde l'équipe. Croissance lente et solide ou expansion rapide? Lente et solide. La base. Investir dans la technologie ou investir dans la formation? Les deux, les deux vont y aller, là. Pas le choix de faire les deux, ben. Technologie. Recherche et développement maison ou un partenaire externe? Non, maison. C'est nous autres qui connaissent le métier. Tu dis oui à un projet quand c'est risqué ou quand c'est aligné? À cette heure, aligné. Parce qu'avant, c'était risqué, mais là, à cette heure, c'est vraiment aligné. Vision, impact, culture. Entreprise de région ou manufacturier global? Entreprise de région. Aluminium recyclé ou haute performance? Haute performance. Tu veux qu'on se rappelle de Paber comme une entreprise durable ou audacieuse? Les deux. Ta plus grande fierté comme président? En un mot, très courte phrase. Rassembleur. Rassembler l'équipe. L'appartenance. Fierté. Fierté de notre métier. Puis de l'entreprise. Ouais. Et puis, ton plus grand apprentissage en une phrase? Ça va passer par la communication. De pas rien garder nécessairement quelque chose qui va nous affecter négativement. Même si c'est tough, moi j'étais un peu momoune dans les discussions difficiles, mais c'est de l'affronter puis de la faire. Comment c'est reçu, ça? On parlait tout à l'heure de travailleurs étrangers. Le robot aussi, il vient pas C'est un voler autre des étranger. jobs, lui? Ou... Ben, le robot va venir faire des belles jobs que l'humain veut plus faire. OK. Puis qui est dangereux d'un fois pour l'humain ou qui est OK. trop forçant pour l'humain. OK. Des fois, on a des pièces de très grande taille qui vont dans du 1000 livres, 2000 livres, des pièces de 6-7 pieds de diamètre. L'humain qui travaille dessus, ben, il y en a pour 18 heures, puis il va trouver ça tough. Il va trouver ça tough. Fait que la robotique est pour faire du travail que l'humain aime moins, puis qui fait plus de sens à donner à un humain. C'est un humain qui va venir polir quelque chose tout le temps, demander les épaules, l'avant-bras, tout ça. Ça va faire créer des blessures, puis c'est monotone, puis c'est plate à faire. Ouais. Ça peut être le fun. Quelqu'un qui triple là-dessus, c'est correct. Mais tu sais, à moyen long terme, de voir une pérennité de l'entreprise, c'est sûr que ça va passer par de la robotique. Mais c'est long à intégrer, puis c'est difficile, il ne faut jamais lâcher. Puis ça l'emmène d'autres contraintes de main-d'œuvre que ça va prendre des gens qualifiés en programmation, en conception, des électromécaniciens. Ça se fait quand même rare, ça. Donc, la robotique, oui, ça l'emmène une solution, mais ça l'emmène d'autres défis qui viennent avec. Oui, tout à fait. Tu disais tantôt, j'ai aimé en coulisses, encore une fois, tu disais que tu voulais rendre l'usine, tu veux pas que ça ressemble à une fonderie ou tout ce qu'on Exact. pourrait imaginer d'une fonderie. Tu veux que ce soit chic. Parle-nous un peu de ta vision Ben, par c'est rapport à ça. ça. C'est que tu sais, quand j'étais jeune, puis souvent quand on regarde des images d'une fonderie qui passe aux nouvelles, habituellement, c'est pas beau, c'est pas propre. Il y a de la poussière, c'est noir, il y a de la boucane. Il y a de l'air de faire fait 3000 degrés chaud, puis là, c'est là-dedans. une fonderie, mon Dieu Seigneur. Puis la nôtre, on a enlevé le nom de fonderie dans notre nom. Avant, c'était Fonderie Paber. À l'époque, c'est devenu Paber Aluminium pour enlever l'aspect fonderie de ça. OK. Et l'objectif ultime, c'est d'avoir une entreprise manufacturière de composantes d'aluminium qui n'est pas une fonderie. OK.
à la base, oui, c'est une fonderie, mais qui ne paraît pas d'une fonderie par sa propreté, la température interne, le climat interne qui est pas trop chaud, par pas de poussière, les planchers sont propres. Il faut amener ce thinking-là d'avoir une fonderie chic. Donc, c'est l'objectif ultime. Ça l'a toujours été dans mon cas. OK. J'ai toujours dit aux gars, je fais des jokes, j'ai dit, gang, je veux la shop tellement propre que je veux manger un tartare de saumon à terre, puis pas me retrouver à l'hôpital. D'accord. Fait que mettez-moi les propres. Puis on est prêt à donner à libérer du temps. Dire, les gars, prenez le Ouais. temps. Votre job est fait, fine. Prenez 15-20 minutes. Là. Frottez les machines. Mettez ça. Soyez fiers. Ouais. On a des équipements qui valent des millions de dollars. Mettez-les, cleanez-les. Ouais. Comme chez vous, t'as un beau coffre à outils, t'as une belle voiture, tout ça. Même affaire, let's go. On met ça propre. Petit pas parti pas, parce que c'est un milieu, puis je déteste dire ça, le milieu de fonderie, le manufacturier, c'est rough. Là, des fois, bing bang dans les murs, un petit coup de livre, un petit trou dans le mur, pas grave. Non, c'est fini ça. Faisons attention. On n'est pas obligé d'avoir l'air de ça. C'est un souci d'impeccabilité, on dirait, puis d'un bel environnement de travail. Mais c'est un changement de culture, c'est une implantation de culture, puis ça prend des années. Ouais. Ça prend des années. C'est tough. Mais il faut commencer à quelque part. 150 employés dans une communauté comme vous êtes, une histoire qui date de 81, puis même, on pourrait même dire avant, parce que ton père est né là, vous venez de là. Oui, exact. C'est quoi l'impact que vous avez dans la communauté? Vous êtes perçu comment? Puis, C'est la famille Paris. On est la famille Paris, fait que c'est sûr qu'il y a un nom de famille qui vient avec ça. On essaie de redonner le plus possible à la communauté avec du financement de certains trucs dans la communauté, le parc optimiste, la patinoire, les ci, les ça. On essaie de redonner le plus possible. Ça crée de l'emploi, c'est sûr, localement. L'entreprise encourage tout ce qui vient alentour, restauration, hôtellerie, etc. Ça stimule. On essaie d'être proche des gens. Il y a souvent des demandes, il y a souvent du monde qui vient nous voir, des petits coups de main. Fait que, on essaie d'en donner le plus possible selon nos moyens et notre capacité. Mais oui, puis les gens sont fiers. C'est un petit village, il n'y a pas beaucoup d'industrie dans notre village. Il y a une autre entreprise, puis les gens s'associent beaucoup avec nous autres. Fait que c'est sûr, c'est une petite parution dans le journal ou à la TV ou quelque chose, ben là, c'est Cap-Saint-Ignace. Yes! On nous le dise. Fait que, on essaie de maintenir ça d'une certaine manière, mais tu sais, on ne fait pas à croire à rien. On vit nos valeurs, on vit ce qu'on a à vivre, puis on essaie de faire notre possible avec l'entreprise là-dedans. On va te poser une question de cinéma. Vraiment, tantôt, tu parlais des robots qui vont commencer à peut-être prendre de la place dans l'usine, mais moi, je me disais, au pire, tu vas le faire fondre, le robot, à la fin, comme dans Terminator, si jamais il n'y a pas d'allure. Fait que, on pourrait faire ça, on pourrait le menacer, oui. On pourrait le menacer comme ça. Mais c'est pas Terminator que je voulais te parler. Je voulais te faire un saut dans le futur avec Back to the Future. Si on sautait dans une DeLorean, puis on regarde où est-ce que l'entreprise se situe dans 5 ans, où est-ce que la famille Paris aimerait voir Faber Aluminium? 5 ans, là, je parlais de l'entreprise chic, fonderie chic. Je pense que dans 5 ans, on peut l'avoir. OK. On est dans une phase d'investissement au niveau de ventilation, au niveau de mettre l'entreprise clean, à jour, stabiliser nos processus et procédés. Donc, s'assurer que nos équipements puis tous les intrants dans nos procédés soient stables et mesurés. Donc, ça, c'est le gros chunk présentement sur quoi qu'on travaille. Arrêtez de se donner des variables qui vont venir jouer dans nos produits, dans notre qualité, dans notre production. Okay. Donc, c'est vraiment stabiliser la production. Puis dans 5 ans, c'est, oui, rentrer chez Faber avec une croissance, j'ai un chiffre d'affaires en tête, c'est d'avoir des gens heureux. Ils sont déjà heureux, mais c'est tout le temps de les garder heureux, puis encore plus heureux. Puis si on peut augmenter les conditions de travail, bien, tant mieux, on le fera. Fait que dans 5 ans, on s'en va manger le tartare sur le plancher de l'usine avec toi. On peut commencer déjà, là, mais il est à risque. Mais non, dans 5 ans, belle flexibilité d'entreprise, une santé financière au niveau de l'entreprise. Puis santé financière, des fois, j'explique ça aux gens. Je veux pas faire d'argent, m'acheter un bateau, des niaiseries, des affaires de même. Une entreprise, il faut que ça soit profitable pour se donner un lousse, de réinvestir, de se donner un coussin, de dire on a une période économique. Tu sais, présentement, avec les tarifs à 50%, des trucs de même, ça déstabilise pas mal l'industrie. Fait que quand tu as un petit coussin en arrière, mais écoutez, gang, good, on est capable de passer au travers.
sais, c'est toujours de projeter un peu l'entreprise, puis d'avoir un coussin pour l'entreprise, puis d'être profitable. Puis plus tu es profitable, plus tu améliores tes conditions de travail, autant dans ton environnement de travail que des équipements, des trucs de même. Mm. Puis il est là le but d'être profitable en soi. C'est pas une question personnelle d'argent nécessairement, c'est vraiment, Ouais. regarde, on remet ça dans C'est la l'entreprise, ça a pérennité. toujours été ça. Ben oui. Mes parents, ça a toujours été ça. Là, on remet dans l'entreprise, on remet dans l'entreprise, telle affaire, telle machine. Fait que Ouais. c'est un peu la même mentalité qu'on a. Là. Wow, écoute, le temps passe vite en bonne compagnie, Brian. On arrive déjà à la fin de l'entrevue. Oui. Normand, as-tu une dernière question ou encore le mot de la fin pour nous? Écoute, je vais y aller avec le mot de la fin. Écoute, gestion assez impressionnante d'avoir pris le flambeau de ce que papa puis aussi maman a Oui, créé. ma Hein? mère là-dedans, en masse, ouais. Hein, il y a pas mal des deux là-dedans. Puis d'avoir maintenu l'harmonie. Parce que je pense qu'on l'a bien senti. Il y a eu des défis à maintenir cette harmonie-là. Puis d'avoir réussi à le maintenir à Ouais. travers la communication, en allant chercher de l'aide, en se faisant accompagner. Faut pas être gêné. Puis vous l'avez fait, ça. Puis je vous lève mon chapeau. Puis là, voyez-vous, maintenant, vous rayonnez sur au moins 150 familles, Ouais. une communauté, toujours dans le désir de vouloir s'améliorer. Fantastique, félicitations. Merci. Merci. Moi, je retiens quelques mots. Je retiens le mot audace pour 1981. Ouais, il fallait le Je faire. retiens le mot communication pour tout votre processus de transition. Puis, tu sais, la ligne très mince entre des longues parties de business où on parle de famille, puis on est dans quel chapeau. Je retiens le mot accueil. Parce que vraiment, quand tu nous as parlé de comment vous avez intégré, reçu les familles, moi, j'ai senti que vous étiez une famille qui recevait des familles, que vous les Exact. avez accueillis comme des frères, des sœurs. Fait Exact. que ça me touche d'avoir entendu ça. Merci. Puis si je peux rajouter un mot, passion. Mm. Ça prend de la passion. Faut que tu l'aides d'un trip. Une fonderie, c'est tough. Mm. Faut que tu l'aides dans le ventre. Faut que tu aies connu ça parce que c'est à tous les jours. Ben, toutes les entreprises, c'est tough. Mais il me semble qu'il y a des matins, je me dis que c'est compliqué. Une fonderie, c'est compliqué, c'est hostile. Mais quand tu as la passion qui alimente ça, ben, tu es capable de faire un bon bout. C'est clair. Ouais. Hey, merci beaucoup d'avoir partagé plaisir. ton Merci histoire à vous. avec nous. Merci. Merci à vous. Merci, Ryan.